C'est l'été, vous vous dites ah là là, j'ai le temps de lire. Ben, j'ai une idée pour vous. C'est un petit livre qui se lit très vite, qui supporte les taches de café, comme vous voyez, de Virginia Marcus, Ce que murmurent les animaux. Je remercie au passage Juliette et Lauriane de me l'avoir fait découvrir. C'est magnifique, c'est aux éditions Paillard. Et alors, c'est le livre que j'ai envie d'offrir à toutes les personnes qui ne sont pas encore véganes et antispécistes. C'est magnifique. Alors, sans spoiler trop, et avant de vous en lire un extrait, je voudrais vous dire que j'ai eu la chance de rencontrer Virginia Marcus, que c'est une sœur de lutte extraordinaire. Si inspirante, si insmeilleurante. Le pire, c'est eux. Si incroyable. Avec un parcours et une sensibilité et une intelligence, un ancrage extraordinaire. Et ça se sent dans son livre. Je l'ai lu à voix haute avec une amie, Karine, coucou. Et on a traversé tellement d'émotions. Et Karine, qui était déjà végé, mais est devenue végane. Donc c'est le livre vraiment à offrir. Tellement. D'abord, ça se lit très bien, elle écrit magnifiquement. Au départ, on suit sa démarche en fait. Donc au départ, elle étudie ce qui se passe dans les abattoirs, notamment. Et voilà, là il y a des scènes très difficiles. Si vous êtes déjà antispéciste et vegan, vous pouvez vous épargner ça. Des passages à la réalité. Si vous êtes encore dans le déni, bah alors lisez. Ça, c'est le tout début. Et puis ensuite, elle devient végane antispéciste et elle crée son refuge en Suisse qui s'appelle Coexister. D'ailleurs, je vous encourage à la soutenir, que ce soit en la suivant déjà sur les réseaux sociaux, sur Instagram, elle et son refuge, je mettrai tous les liens. Et puis aussi en la soutenant financièrement, si vous pouvez. C'est un sanctuaire pour des personnes animales de plein d'espèces différentes qui ont échappé à des maltraitances, à des assassinats, à tout ce monde carniste et spéciste. Et elle a une action fabuleuse. Alors évidemment, comme tellement d'antispécistes, par ses mots, par ses livres, par ses conférences, ses formations. Et ce que je trouve particulièrement forte, c'est que elle travaille aussi aux côtés d'éleveuses et d'éleveurs ou d'anciennes éleveuses et d'anciens éleveurs. D'ailleurs, souvent, elle les rencontre éleveuses-éleveurs. Mot complètement exagéré, hein, parce que personne d'autre n'est élevé à part la pile d'or des gros lobbies du crime. Mais donc là, voilà, là on parle des agricultrices et agriculteurs, éleveuses, éleveurs, indépendantes, voilà, pas trop grosses exploitations non plus. Exploitation par contre, pas mal le mot. Et en fait, ça aussi, elle le raconte, qu'elle rencontre ces personnes-là qui, au départ, sont heurtées par sa démarche, forcément, puisqu'elle a la démarche inverse de ce qu'elles font. Il y en a un, par exemple, dont elle parle, qui vient et qui dit bon, explique-moi, j'ai envie de comprendre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et en fait, c'est qu'il a quelque chose à comprendre. Et en fait, elle arrive à leur faire des transitions. C'est-à-dire, soit ces personnes restent agricultrices et agriculteurs, mais se lancent dans le végétal, soit ces personnes-là carrément quittent le monde de l'agriculture, soit ces personnes-là, carrément, il y en a un qui travaille avec elle, maintenant, qui est passé de éleveur à s'occuper des personnes animales et ensuite à les voir partir à l'abattoir, et maintenant qui travaille au sanctuaire avec elle, auprès de toutes ces personnes animales et d'autres espèces, voilà. Et c'est... En fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle explique que pour les petites agricultrices et agriculteurs, je dis petites en comparaison au gros lobby voilà, de la FNSEA, etc., ce sont des personnes dont les premières motivations, finalement,
paradoxalement, t'étais pas si naze. C'est-à-dire que c'est des personnes qui se disent j'ai envie de travailler avec les personnes animales d'autres espèces parce que j'aime les animaux, les animaux, et que j'ai envie d'en prendre soin, de vivre avec. Alors, il y a ce problème de les envoyer à l'abattoir, de leur arracher leur bébé, de les entendre pleurer, de les maltraiter, de les traire, de les mutiler. Mais en fait, au départ, il y avait ça. Et puis aussi de vouloir contribuer à nourrir les populations humaines. Et elle part de ces deux choses-là qui sont belles, l'amour des personnes animales et l'envie d'aider à nourrir. Et elle dit, mais en fait, vous pouvez garder ça sans pour autant participer au crime de masse et en restant connecté à votre empathie. Et ce qu'elle explique, c'est que d'abord, elle accompagne dans des transitions de plus en plus de monde. Elle propose des formations aussi pour savoir monter son propre sanctuaire, parce que ça ne s'invente pas quand même, de savoir prendre soin de plusieurs, de dizaines de personnes de différentes espèces, avec leur caractère à chaque fois, et leurs particularités, et leurs soucis de santé, et plein de choses. Et ce qu'elle explique aussi, c'est que certaines de ces éleveuses et éleveurs avaient des maladies chroniques, pénibles, et parfois, le fait d'arrêter de vivre dans cette dissonance cognitive terrible, de prendre soin de personnes auxquelles on s'attache du coup, puisqu'on connaît leur personnalité, on sait que c'est des personnes, et ensuite de les envoyer à la mort, sans aucune raison valable en plus, sans aucun besoin de le faire, et ben le fait d'arrêter ça, cette violence-là, violence évidemment d'abord pour les personnes animales, mais aussi pour les personnes animales humaines, voilà. Personnes non humaines et les personnes humaines en souffrent, c'est affreux en fait comme système. Et ben pour certaines agricultrices et agriculteurs, ces maladies chroniques s'atténuent voire disparaissent. Voilà, c'est normal, on somatise quand on vit des paradoxes comme ça aussi terribles, enfin, quand on fait tant de mal. Et que malgré des couches et des couches de déni, de looping cognitif pour que ça continue à fonctionner, de dissonance cognitive, ça entame la santé, bien sûr. Et c'est fabuleuse, son action. Et alors, la plus grande partie du livre, elle nous raconte le sanctuaire et elle nous... Chaque chapitre, c'est autour d'une de ces personnes non humaines avec qui elle vit. Et à chaque fois, on a des portraits... c'est sublime. C'est dur aussi parfois. Parce que s'occuper de ces personnes-là dans un sanctuaire, ça veut dire les voir partir aussi. C'est... Si vous n'avez pas encore compris qu'il n'y a pas que l'humanité qui peut prétendre à la personnalité, lisez Ce que murmurent les animaux de Virginia Marcus. Alors, je vais vous lire un passage. J'hésite entre plusieurs parce qu'il y a tellement de portraits de personnes magnifiques, mais... Allez, on commence par celui-ci. Une chamane à plumes. On ne connaît pas ceux et celles que l'on mange. Priya était d'apparence une simple poule pondeuse, de celles qui vivent enfermées durant 18 mois avant d'être étouffées pour produire du biogaz ou pour être transformées en bouillon. Mais Priya n'était pas une poule. Toute personne qui faisait sa connaissance le ressentait. Priya était ce que nous pourrions appeler une guérisseuse, dans le corps d'une toute petite gallinacée handicapée. Il fallait faire sa rencontre et la laisser ronronner sur ses genoux quelques instants pour la comprendre. Sans produire de grands efforts,
Elle était du genre à convaincre même les plus sceptiques quant à la sensibilité des animaux et des animaux. Priya a sauté hors du camion qui devait l'emmener à l'abattoir. À des centaines de kilomètres du sanctuaire, elle avait déjà osé. Elle avait osé choisir son destin et bafouer les codes, alors qu'elle aurait pu simplement être écrasée au sol par le véhicule en marche. Elle a attiré le regard d'une femme qui se promenait plus loin. Il n'y a jamais de hasard, et ça, les animaux comme elle me l'apprennent tous les jours. Sans réfléchir, cette femme a couru vers la petite boule rousse qui s'adossait contre la roue du camion, l'a embarquée sous le bras et est rentrée chez elle. Après quelques jours à ses côtés, cette femme m'a écrit pour me demander si j'avais la possibilité d'accueillir cette bien-aimée. Priya signifie bien-aimée en sanskrit. J'aurais pu la diriger vers un sanctuaire plus proche de son domicile, mais sans le savoir consciemment, mon cœur sentait que cette poule changerait le cours des choses en débarquant au sanctuaire. J'ai dit oui, évidemment. Ce fut plus qu'un coup de foudre. Priya débordait d'une lumière éblouissante. À peine déposée sur les terres de coexister, sa magie opérait. De ses pattes croisées, elle marchait avec peine pour se blottir à mes pieds. Installée ensuite dans le box de sérénité, au sanctuaire, elle allait rapidement me faire comprendre qu'elle n'était pas là juste pour profiter de sa nouvelle et belle vie. C'est Artémis, handicapée elle aussi, qui a marché plusieurs dizaines de mètres pour venir l'accueillir. Aucune autre poule ne l'avait suivie, et Artémis ne se déplaçait jamais seule et sans raison. Elle l'avait senti. Cela ne faisait pas l'ombre d'un doute. De sa démarche boiteuse, elle a donc dévalé la pente qui reliait son poulailler au box dans lequel Priya était installée. Et c'est les larmes aux yeux que j'ai observé Artémis se blottir contre elle pour ronronner avec. Elles sont devenues inséparables. Alors que les poules sont réputées pour se montrer agressives envers de nouveaux membres du clan et envers des individus malades ou handicapés, ce que j'ai aussi vu de mes propres yeux lors de certaines intégrations, toutes les poules du sanctuaire sont ensuite venues rejoindre Artémis pour saluer dignement Priya. Toutes sans exception sont venues se coucher dans le box et ronronner de concert. Priya était une poule hors norme, et cela, même ses congénères l'ont perçu dès les premiers instants. Elle était une toute petite reine, mais une reine de bienveillance que tout le monde respectait. Des poules, en passant par les cochons, les chèvres et même les chevaux, son aura illuminait le sanctuaire et son arrivée a marqué le début d'une aventure magique. Priya reconnaissait son nom et répondait à ma voix dès que je l'appelais. Elle n'hésitait pas à m'engueuler même si je passais à côté d'elle sans la saluer. Sur le terrain, lorsque son handicap la fatiguait, elle m'appelait pour que je la porte d'un endroit à un autre. Mais elle n'hésitait jamais à parcourir plusieurs dizaines de mètres avec sa démarche si particulière pour venir toquer à ma porte, littéralement, entrer dans la maison et se blottir sur le canapé avec les chats, les chiennes, les chiens, les chattes et moi, si j'avais le temps. Priya se comportait comme une chatte. Son besoin d'affection était incessant et elle roucoulait jusqu'à s'endormir sur mes genoux. Ces souvenirs et les images vidéo que j'ai gardées d'elle me tirent encore des larmes de mélancolie. Cette bien-aimée était protégée par tout le monde et pouvait piquer dans la gamelle des chiennes et des chiens sans que ces dernières tentent de la chasser. Elle pouvait arpenter le terrain sans jamais se faire courser par une chèvre ou une équidée. Priya était l'une des piliers du lieu. Elle donnait sa confiance à n'importe qui. Pour elle, l'espèce n'était pas un critère déterminant pour créer un lien. Voilà, parenthèse, hein. Des fois on me dit « Ouais, mais non, l'espèce humaine est plus intelligente que les autres. » Moi je pense que l'intelligence c'est ça. Pour elle, l'espèce n'était pas un critère déterminant pour créer un lien. Elle était cette amie intemporelle et sans frontières.
Dès les premières rencontres avec des êtres humains lors des événements publics de l'association, elle cherchait le contact. Quiconque s'installait vers elle la verrait se blottir et quémander de la tendresse. À ses côtés, l'amour inconditionnel n'était plus un concept théorique et abstrait. À ses côtés, tous les cœurs s'ouvraient. Je suis complètement ébahie. M'avait glissé à l'oreille un journaliste venu réaliser un article sur le travail de l'association qui avait vu, assise par terre, Priya se blottir contre lui, tandis que les autres poules s'étaient simplement couchées autour. Au sanctuaire, c'est ce genre de choses qui se passent. Au sanctuaire, c'est des personnes de tous horizons qui viennent pour une raison qu'elles pensent maîtriser, et qui repartent à larmes à l'œil et avec une conscience nouvelle, après avoir fait l'expérience de respirer sereinement avec des poules, caresser un cochon de laboratoire ou brosser une vache de combat. Priya soutenait les animaux malades dans leur guérison et accompagnait les mourants jusqu'au dernier souffle. Contre le box de naissance dans lequel une truie, maman ondée, a mis bas, elle s'est blottie tout au long de son travail. Aux côtés de Jana, une poule vivant ces dernières heures, elle s'est apposée pour l'accompagner jusqu'à son départ. Auprès de Maka, un cochon tombé malade, elle a veillé pendant plusieurs jours de suite jusqu'à ce qu'il se remette sur pattes. De toute évidence, et ça, je le ressentais depuis le berceau, les animaux se connectent autrement que par la voix au monde qui les entoure. Et Priya est venue prouver, dans le cœur d'un tout petit être vulnérable, la grandeur d'âme qui réside en chaque animal, peuplant la planète. Bien que son âme semblât provenir d'autres sphères, elle était elle était malgré tout née dans le corps d'une poule. Et les poules de sa race sont programmées génétiquement pour ne pas vivre longtemps. L'élevage intensif a fait de ces êtres sensibles des machines déréglées qui servent les principes de rendement et de compétitivité. Leur individualité, leur intérêt propre et leur sensibilité n'ont aucune place dans ce monde où seul le commerce de leur chair et de leurs œufs compte. Ainsi, les poules rousses comme Priya pondent en moyenne un œuf par jour, alors que leurs ancêtres n'en pondaient qu'un ou deux par mois. Alors ça c'est important quand même, parenthèse. Toutes les personnes qui me disent « Ouais, mais les poules, je veux dire, elles pondent volontairement, comme ça, même quand elles ne sont pas fécondées. » Je veux dire, c'est pour nous, forcément. Vous imaginez la dépense en calcium que c'est de faire un œuf par jour pour un si petit corps? Bien sûr que c'est de la sélection génétique. C'est pas normal, en fait. D'accord, donc je refais. Non, mais parce que je sais bien qu'à chaque fois que j'explique ça, les gens tombent des nues. Alors je refais. Ainsi, les poules roses comme Priya pondent en moyenne un œuf par jour, alors que leurs ancêtres, avant sélection génétique humaine, enfin masculine, n'en pondaient qu'un ou deux par mois. D'accord? À l'image des femmes ayant leur menstruation. Avec une cadence comme celle-ci, leur appareil reproducteur, l'oviducte, à force d'être constamment en activité, finit inévitablement par souffrir d'inflammation et de tumeurs. Priya n'a pas fait exception. On crée des êtres, ça marche pour toutes les espèces, on crée des races, ce qui est raciste, hein, à des fins de consommation. Même les gens qui disent « Ah, j'ai des poules dans mon jardin, c'est sympa, elles pondent tous les jours. » Ouais, c'est cette sélection génétique-là. On crée des êtres qui vont avoir une espérance de vie moindre à cause des sélections génétiques. C'est affreux. Et qui vont souffrir un peu. Je continue. L'âge moyen d'une poule qui n'est pas issue d'une lignée de sélection génétique intensive avoisine les 10 ans. Simone, une poule de race plus rustique ayant vécu au sanctuaire, s'est d'ailleurs éteinte de vieillesse après 11 années de vie, dans la quiétude la plus totale. Parallèlement, les poules dites d'engraissement ou de ponte ne dépassent que rarement les 3 ans, tant les manipulations génétiques ont transformé leur corps. Priya a donc décliné après une année passée à nos côtés. Son système immunitaire s'est affaibli, elle a perdu l'appétit. Sa crête s'est décolorée et asséchée, et son corps s'est imprégné d'une lourde douleur. Nous étions en 2020, aucun vétérinaire contacté ne pouvait intervenir.
On ne soigne pas une poule, madame. M'a-t-on si souvent répété au téléphone, c'est un fait. Dans les élevages, on ne soigne pas les poules individuellement. Les vétérinaires ne sont donc pas formés pour le faire. Tout au plus, certains, ayant suivi une formation un tout petit peu plus spécifique, sont capables de leur administrer des antibiotiques. Et les antibiotiques n'ont pas suffi. De multiples compléments alimentaires et autres traitements naturels et médicamenteux lui ont été administrés au jour le jour. Jusqu'au jour où elle a dit stop. Tandis que je tentais de l'abreuver avec une seringue, elle s'est énervée et a littéralement crié que c'en était trop, qu'elle voulait juste pouvoir partir en paix, que le moment était juste et qu'il fallait l'accepter malgré la tristesse immense qui accompagnait ce départ inévitable. J'ai arrêté les soins et passé l'essentiel de ma journée à la bercer. La nuit tombée, elle s'est éteinte dans la plus grande des douceurs, quelques minutes après que j'ai contacté un vétérinaire de garde pour lui demander de venir l'aider en pratiquant une euthanasie. Elle ne voulait pas. Elle a rendu son dernier souffle après m'avoir fixé de longues secondes dans les yeux en transmettant cet amour qu'elle incarnait. Priya est partie et a laissé un vide monumental au sanctuaire. Pendant plusieurs jours, c'est comme si le lieu flottait, avec des repères mouvants. Durant des semaines, j'entendais son chant et sa voix si particulière, qui résonnait partout où j'allais, de la maison au terrain. Je la voyais. Je pense à qui vous savez. On peut pas savoir tant qu'on n'a pas aimé si fort une personne qui part. Excusez-moi, je reprends. Je la voyais dans les dessins des nuages et je l'entendais me parler durant la nuit. Mais la vie au sanctuaire ne laisse pas de répit. J'ai continué à me lever à 5 heures du matin tous les jours pour aller nourrir les autres habitantes et habitants du lieu pour lesquels la vie continuait tous les jours. Il faut répondre à la routine de nourrissage et de nettoyage, peu importe la quantité de tristesse qui pèse sur mon cœur lors d'un départ comme celui de Priya. Pas le temps pour se morfondre ni pour procrastiner. Il n'y a pas de congé pour les deuils, et les deuils font partie intégrante de la réalité d'un espace d'accueil comme celui du sanctuaire. On pleure et on rit aux mêmes instants. Quand l'une ou l'un part et une ou un autre arrive, quasiment au même moment, les émotions se vivent et se traversent, sans jamais stagner. Merci Virginia pour tout ce que tu fais, pour ta belle dédicace. Je vous lirai un autre passage et un autre moment. Là, il faut que je parte prendre un train. Et bref, lisez Ce que murmurent les animaux de Virginia Marcus. Ça change la vie.